Bonjour à toutes et à tous. Il y a une légende du Vanuatu qui dit plus ou moins que tout homme est tiraillé entre la pirogue, à savoir le voyage, et l'arbre, à savoir l'enracinement. En fait, il est tiraillé jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Bienvenue dans l'invitation au voyage. Le Vanuatu, c'est justement l'une de nos 4 étapes aujourd'hui. Le Vanuatu, où vous allez découvrir une drôle de façon de sauter à l'élastique. Un rituel qui a fasciné, parmi d'autres, le Clésio. Du boulot, vous en aurez en Suède, et pas qu'un peu. Les Samis en ont fait leur maison, l'eau de cet arbre à la peau d'argent donne de l'énergie. Toutes les facettes du boulot suédois, ce sera l'héritage. J'épluche la rhubarbe. Si on ne le fait pas, on ne peut pas en manger. C'est grand-mère qui m'a appris tout ça. Il a tout juste 5 ans, ce petit cuistot. Grâce à lui et à sa grand-mère, vous apprendrez à confectionner un dessert qu'on retrouve souvent en Lettonie, la tarte à la rhubarbe. Enfin, quand certains accouchent d'une souris, d'autres accouchent de lapins. Oui, vous avez bien entendu, l'anglaise Mary Toft aurait donné naissance à une quinzaine de lapros. C'est au sud de Londres que nous vous raconterons cet incontournable. La devinette tout de suite, elle va nous faire swinguer au Costa Rica aujourd'hui. Pourquoi peut-on affirmer que le swing criollo doit tout à la banane ? Cette danse est apparue dans la seconde moitié du XXe siècle, fusion entre le swing américain et la cumbia colombienne. Mais quel est le rapport avec la banane ? Il vient de loin cet éventail, il vient du Vanuatu carrément. Ce sont les femmes qui l'ont confectionné à la main selon un processus millénaire. Cette tradition, comme beaucoup d'autres, a fasciné le Clésio dont l'inspiration a pris, vous allez voir, son envol sur cette île du bout du monde. Les bras en aile d'oiseau. Les chevilles attachées par 2 lianes souples et la tête la première. C'est un plongeon vertigineux au Vanuatu dans lequel nous précipite Jean-Marie Gustave Le Clésio. Là, dans cet archipel lointain, des hommes ont inventé le saut du Gaule. Un étrange rituel décrit sans exotisme par le prix Nobel de littérature dans un petit livre à la dimension d'essai. Publié en 2006, Raga mêle récits de voyage, histoire, mythes et légendes. Sur ce territoire parmi les plus inaccessibles de notre planète, fait de mer plutôt que de terre, le Clésio élargit encore les horizons géographiques. On ne peut pas faire plus loin. Ici, il confronte son imaginaire aux personnages réels qu'il rencontre, comme Charlotte Matanswe, sa guide sur l'île de Pentecôte, devenue le personnage central de son récit. À travers elle, puis d'autres, l'écrivain interroge sa propre culture, combat les préjugés occidentaux et rend hommage à ceux qu'on ne voit pas. Des hommes et des femmes qui forment les peuples de l'eau. On dit de l'Afrique qu'elle est le continent oublié. L'Océanie, c'est le continent invisible. Dans l'ouest de l'île, résonnent les chants du couvent de Mel-Sissi. C'est là que pour la première fois, le Clésio rencontre Charlotte. L'auteur est immédiatement saisi par les dimensions du lieu, symbole de la puissance de l'Église catholique qu'elle lui fait découvrir. Ce qui nous lie ici beaucoup, c'est la religion. Tous les dimanches, on descend ici à Métissi pour assister à la messe avec le prêtre et recevoir la communion. Proclamons le mystère de la foi. C'était mon grand-père qui a amené la religion catholique ici à Métissi. Et les gens, ils sont toujours contents d'assister à la messe. Je marche dans la montagne avec Charlotte. La route est une ancienne piste qui part de Mel-Sissi et escalade la falaise, presque en ligne droite, avec des pentes de 40 à 50%.
Sur les hauteurs du village où Charlotte le conduit, le Clésio affronte un relief éprouvant. Pour lui, Pentecôte, c'est bien l'île des pentes et des côtes. Alors de temps à autre, l'écrivain s'arrête et souffle. J'ai l'impression de monter les marches de l'Empire State Building. Intérieurement pourtant, les paysages le raniment. Le Clésio s'imprègne de l'île avec les yeux. Il n'avait même pas un cahier ou un carnet dans ses mains, un stylo pour écrire. Mais il a marché, il a vu, c'est tout, il a observé, mais sans parler. Moi, je ne voyais rien sur son visage. Il n'a jamais dit super, ou tout était dans sa tête. Dans Raga, titre de son récit et nom donné à l'île en Apma, l'une des 109 langues du Vanuatu, le Clésio brosse le portrait de celle qui l'accompagne durant son voyage, telle qu'on la retrouve aujourd'hui. Une masse de cheveux frisés et un visage intelligent. L'air d'une malgache plutôt que d'une mélanésienne avec son teint cuivré, ses pommettes hautes et ses yeux amandes. Au bout d'une longue ascension, l'écrivain noue des relations personnelles avec sa guide dont il recueille les confidences. J'ai parlé de ma vie, que oui, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Mon mari, tout le temps, j'étais battue à cause de la jalousie, c'est tout. Donc ça fait que j'ai décidé de continuer ma vie toute seule. J'ai parlé un peu des légendes, les coutumes, les violences, et tout ce qui venait dans ma tête. Moi, je ne croyais pas que c'était un grand écrivain, qu'après, il va faire un livre sur moi. Je voyais dans le livre que ce que je lui ai dit, mais il a tout mis dans le livre. Je peux imaginer à quel point cela a dû être difficile, dramatique même. Toutes ces années de douleur, de larmes, de honte, elle les évoque en souriant, sans appuyer. À travers l'histoire bouleversante de Charlotte, le Clésio ose écrire ce que les ethnographes observateurs de ces sociétés ont pendant des siècles occulté. La domination violente d'un sexe sur l'autre. Non loin de son village d'Ilamré, où elle s'est un temps réfugiée, Charlotte a développé l'artisanat des nattes sur l'île, fabriquées avec des feuilles de pandanus. Jean-Marie Leclésio, il voulait voir de la culture. Pour moi, c'était important de lui montrer, parce que lui, il croyait que celles qui font les nattes, ça n'existait plus au Vanuatu. Et quand il a demandé, je lui ai dit que nous, on fait encore les nattes. Donc, je lui ai montré. Les nattes sont de 3 sortes, tressées selon la même méthode depuis les temps les plus anciens. On est né avec cette culture et de génération en génération, on est toujours là pour apprendre à nos petits-enfants comment tresser. Inspiré par de belles et anciennes légendes, le tissage des nattes est aujourd'hui un instrument d'émancipation des femmes de l'île, à l'heure où dans la société traditionnelle du Vanuatu, le divorce n'est pas accepté. Je lutte contre la violence contre les femmes. Je n'aime pas voir les femmes qui souffrent. Parce que maintenant, je suis seule, je suis libre, je vais aller où je veux et je suis seule, je suis libre. Ouais. Avant, les femmes ne savaient pas leurs droits. Voilà. Et on disait que les hommes, ils sont forts, et là, on est mariés. Tout ce que l'on dit, il faut suivre. Moi, je suis très fière qu'on a une maison ici comme ça qui peut rassembler les mamans. Dans le sud de l'île, le Clésio poursuit son voyage à la découverte des mythes fondateurs de Pentecôte. Parmi ceux que l'écrivain rassemble dans son récit, le Sceau du Gaulle a fait parler des hommes de l'île dans le monde entier. Curieux,
L'écrivain assiste à la cérémonie. Elle a lieu après la récolte de l'igname, quand les hommes des villages construisent une tour en branchage d'une hauteur de 20 à 30 mètres. Le saut du Gaule s'effectue sur une période précise. Nous nous basons sur la croissance des lianes de l'igname. Lorsqu'elles commencent à pousser, c'est là que nous sautons. Lorsqu'elles s'effritent, nous ne sautons plus, car la corde ne serait plus assez solide. Pour les ignames, le peuple de Pentecôte a inventé ce plongeon terrestre. La terre ainsi labourée par la poitrine des hommes donne naissance aux nouvelles racines. Quand la danse commence, elle ne s'arrête plus, car une fois que le premier a sauté, le second s'élance aussi. Nous continuons à danser et à chanter. L'auteur se détourne néanmoins de l'aspect folklorisant de la coutume qui entretient, selon lui, le voyeurisme des touristes. Il perçoit toute la richesse de ce culte considéré comme un rite de fertilité de la terre et un passage à l'âge adulte. Certains enfants sautent du haut de la tour, d'autres du bas. Cela dépend de toi. C'est toi qui décides de la hauteur depuis laquelle tu veux sauter. Moi, quand c'est mon tour, je ne pense pas à revenir en arrière. Je saute. Mais pour d'autres, certains vont y réfléchir à 2 fois. Ils vont enlever la corde, ne plus sauter et c'est le suivant qui saute. Mais après, au moment où tu sautes, tu ne réfléchis plus. Nous sautons dans l'esprit du saut du Gaule. C'est Dieu qui nous l'a donné. À Pangui, dans le sud de l'île, le Clésio rencontre Alan Bebé, un ancien sauteur qu'il décrit dans Raga comme le plus célèbre du Vanuatu. Sa photo apparaît sur les sites internet et sur les dépliants touristiques qui parlent de Pentecôte. Il est habité en permanence par l'esprit du Gaule. Sa chevelure crépue forme comme un plateau au sommet de sa tête. Je saute très bien. Je fais des acrobaties pendant mes sauts. Je lance quelque chose de la tour, je saute et attrape ce que j'ai lancé avant que cela atteigne le sol. Je marche sur la plage de la baie Homo à Pangui. Ceci est peut-être l'un des plus beaux paysages du monde. C'est dans ce décor de paradis perdu que le Clésio choisit de se souvenir de l'enfer vécu par ces hommes lors de la colonisation anglaise et française. Le blackbirding, auquel il consacre un chapitre entier. Blackbird, merle noir. Le nom est révélateur. Dans le bush australien, c'était le surnom que les colons avaient donné aux aborigènes quand ils montaient une expédition de chasse à l'homme pour combler l'ennui de leur vie aux antipodes. Mon père me racontait qu'avant, des hommes blancs sont venus et ont kidnappé des hommes d'ici. Ils sont allés dans le Queensland, en Australie, dans les exploitations de canne à sucre. Ils sont allés là-bas et je pense qu'ils y ont travaillé. Nous ne savons pas comment ils les ont traités. Le Clésio intègre à son récit la réalité historique, dont les habitants portent encore les stigmates de l'histoire. L'impression d'angoisse plane sur ces rivages, l'isolement des villages perchés au flanc des montagnes parle encore du temps maudit où chaque apparition d'une voile sur l'horizon semait la crainte chez les habitants. J'ai vu cet homme blanc quand il est venu ici. Ce qu'il faisait, c'est aller se baigner dans l'océan, s'asseoir sur la plage. Il prenait son livre et écrivait. Ensuite, il restait à écrire au bord de l'eau jusqu'à ce que le soleil se couche. C'était ça son travail. À Port Vila, la capitale du Vanuatu où Charlotte vit et travaille aujourd'hui, l'auteur interroge les sociétés modernes face à ces peuples de la mer qui semblent avoir trouvé dans l'expérience de la violence la capacité de se réinventer. Quand j'ai lu le livre, j'étais contente aussi de voir comment il raconte Vanuatu.
Le Vanuatu, c'est un pays que on aime beaucoup partager. Je ne sais pas trop comment vous les Blancs, vous avez perdu ça. Mais nous, on a toujours ça, on n'a pas encore perdu. Et l'Ecclésia, il a vu, il a ressenti et il a écrit. La Nouvelle-Calédonie, pas très loin du Vanuatu, a longtemps servi de bagne. Un bagne qui n'a connu qu'une seule évasion. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Quand il arrive au bagne de Nouméa, on lui rase la tête et aussi la barbiche. Ce portrait, on le doit au peintre Édouard Manet. À la fin du 19e siècle, Henri Rochefort est un homme qui compte. Journaliste, pamphlétaire, élu à Paris, républicain, farouche opposant à Napoléon III, tout comme Victor Hugo dont il est proche. Il signe dans de nombreux journaux, Charivari, L'Intransigeant, La Lanterne, et sa plume, trempée souvent dans le vitriol, n'épargne personne. Il est l'auteur d'une phrase restée célèbre parce que, 150 ans plus tard, elle continue de résonner. La France contient 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Il suffit simplement aujourd'hui de changer le nombre. Républicain, mais ambigu. Comme une bonne partie des Français de l'époque, il est antisémite et prendra aussi violemment position contre Dreyfus. Mais si Henri Rochefort est resté célèbre, c'est parce qu'il a été l'un des auteurs de la seule évasion que le bagne de Nouvelle-Calédonie ait jamais connue. Il arrive à Nouméa par le même bateau que celui qu'emprunte Louise Michel en décembre 1873. Comme elle, il a été un membre de la Commune de Paris, ce qui lui vaut de faire partie des blindés. C'est comme ça qu'on appelle celles et ceux condamnés à vivre derrière les enceintes fortifiées du bagne. Mais quand on est influent, comme l'est Henri Rochefort, on sait trouver les brèches dans les enceintes. En mars 1874, avec 2 camarades, ils réussissent à joindre à la nage un îlot qui n'est pas surveillé. Là, une barque vient à leur rencontre. Édouard Manet, toujours lui, a peint aussi cette évasion. Il faut dire qu'elle a un retentissement international. La Nouvelle-Calédonie, c'est un peu l'Alcatraz de l'époque. Avec un bateau qui l'amène d'abord en Australie, puis en exil à Genève. Quand il rentre en France, après l'amnistie en 1880, il aura une autre phrase restée célèbre. « C'est les larmes aux yeux que j'avais quitté mon pays, c'est les larmes aux yeux que j'y rentre. » Je vous en sers un petit verre. Bon, c'est un petit peu particulier. C'est de l'eau de bouleau. Alors, ça se boit normalement le matin. À jeun, ça ralentirait le vieillissement des cellules. Ça, c'est un petit truc qui nous vient des Suédois. Le bouleau leur permettrait donc d'être en bonne santé et il aurait même permis leur survie. C'est l'héritage. Les paisibles forêts de Suède sont le royaume d'un arbre à la beauté délicate. Le bouleau. Avec son écorce souple, résistante, imperméable et sa sève curative, celui qu'on appelle björk en suédois a contribué à la survie de ce peuple du Nord face à un climat parfois très rude. Le bouleau, c'est un arbre qu'on voit partout dans les montagnes, là où on jouait enfant. C'est cet arbre tortueux, sauvage, un arbre avec lequel on construisait de drôles de cabanes. Le bouleau, pour moi, c'est avant tout de doux souvenirs et un matériau très pratique. L'arbre à la peau d'argent occupe aujourd'hui plus de 3 millions d'hectares dans cette Suède, couverte à 70% par de la forêt. Il est un trait d'union entre la culture ancestrale des premiers habitants et ce pays du miracle économique. Le bouleau a conquis ces vastes terres qui s'étendent jusqu'au Cap Nord il y a plus de 10 000 ans lors de la fonte de la calotte glaciaire. À 700 km au nord de Stockholm, la province historique de Västerbotten fut durant des siècles la partie la plus méridionale du territoire d'un peuple éleveur de rennes
les Samis. Autrefois appelés péjorativement les Lapons, ce qui signifie en suédois « en haillons ». Les Samis sont arrivés en Scandinavie et en Suède immédiatement après la dernière période glaciaire. Depuis la Russie, ils ont traversé la mer Baltique pour redescendre jusqu'à la région où nous nous trouvons actuellement. Les Vikings, eux, sont arrivés du sud. Pendant l'ère viking, il n'y a pas eu tellement de confrontations, ni même de rencontres entre les deux peuples. Les Samis aspiraient à aller vers le nord, là où se trouvaient les rennes, tandis que les Vikings voulaient un accès aux côtes afin de commercer avec d'autres régions. La Suède médiévale est ensuite marquée par l'unification du territoire en royaumes, puis par une union des monarchies scandinaves qu'elle forme avec la Norvège et le Danemark. Mais le Danemark finit par exercer sa domination et au XVIe siècle, un aristocrate, Gustav Vasa, se rebelle et rétablit l'indépendance de la Suède. Élu roi, il entend délimiter son territoire et coloniser les terres samies. Gustav Vasa a offert aux paysans qui iraient s'installer dans le nord des terres exonérées d'impôts, et ce pendant 30 ans. Les colons s'y sont donc installés et ont tiré profit de ces nouvelles terres, sans tenir compte de l'activité d'élevage qui préexistait à leur venue. Il a aussi été décidé de prélever des impôts aux Samis. C'est de là que sont nés tous les problèmes. Ce n'est que le début des longues persécutions que vont subir pendant des siècles les Samis. Ces chasseurs, pêcheurs et cueilleurs vivaient à l'origine de la nature sans l'exploiter. Et le boulot leur a permis de construire leur habitat, puis de survivre dans ces espaces constitués de sommets enneigés, de rivières, de lacs aux eaux pures et de forêts. On utilise du bois de bouleau pour la charpente et par-dessus, de l'écorce de bouleau qu'on applique sur les poutres. Après quoi, on ajoute de la végétation, de l'herbe, de la tourbe, qu'on travaille d'une manière à obtenir un toit étanche, couvrant et solide. On finit le plus souvent par recouvrir l'ensemble avec du bois de bouleau. Le bois servait aussi à la fabrication d'outils et pour se chauffer. L'écorce à la confection de vêtements et de chaussures. Avec les racines, on faisait des paniers, avec les branches, des balais, les feuilles, elles, nourrissaient les animaux. Et la loupe de l'arbre, partie dure et résistante au choc, servait à sculpter la kuksa. Dans la tradition sami, la kuksa est un objet chargé d'une symbolique forte. Cette tasse en bois était accrochée à la ceinture pour l'avoir toujours avec soi. On ne s'en séparait pas. Ainsi, en arrivant chez quelqu'un, on vous y servait le café. Devant un ruisseau, on y puisait de l'eau. Il s'agit véritablement d'un objet personnel, qui ne vous quittait jamais. J'ajouterai enfin qu'offrir une kuksa n'est pas un geste anodin. C'est un objet pour lequel on a donné du temps, de l'engagement, de l'amour et un peu de son âme. Loin de ce mode de vie pastoral, apparaît Umeå. À l'embouchure du fleuve Ume, dans le sud de cette province. Une rivière sur laquelle, pendant longtemps, ont flotté de nombreux troncs de bouleau venus du nord destinés au commerce. À l'époque médiévale, les colons suédois viennent christianiser cette côte à 400 km du cercle polaire. L'église de Backens est l'un des premiers bâtiments à avoir été édifié ici, à Umeå. Les constructions alentour datent du XIIIe siècle. La Suède était alors catholique. Les gens venaient ici pour se rencontrer et commercer avec des produits de l'artisanat provenant de rennes, d'élan ou du bois. Puis cet endroit est devenu une paroisse. Umeå se développe sous le règne du roi Gustav Vasa, qui impose partout dans son royaume la réforme protestante.
Et au XVIIe siècle, l'un de ses successeurs, qui fait de la Suède une grande puissance européenne, lui donne son statut de ville. Mais des conflits militaires avec la Russie limitent son essor jusqu'au XIXe siècle. Pourtant, de nos jours, Umeå est considérée comme la capitale de la Suède du Nord. On la surnomme Björkarnastad, la ville des bouleaux. Un surnom qu'elle doit à une renaissance. Le 25 juin 1888, il y a eu un énorme drame ici, à Umeå, parce que toute la ville a été détruite par un immense incendie. Et les 2 à 3 000 personnes qui vivaient ici se sont retrouvées sans maison. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, les habitants reconstruisent leurs maisons en briques, établissent un plan urbain aux rues larges et surtout, ont recours aux vertus de leur arbre fétiche. Nous avons donc planté beaucoup de bouleaux ici, parce que c'est une protection en cas de nouvel incendie. Car le bouleau contient beaucoup d'eau. Il évite que le feu ne se propage. Après ce grand incendie, nous avons construit de beaux bâtiments iconiques à Umeå. Par exemple, la mairie, mais aussi l'église et des banques. Aujourd'hui, nous continuons à aimer planter des bouleaux. C'est symbolique pour nous. Rien que dans le centre, nous en avons plus de 2000. Le bouleau devient aussi un fleuron national, la source d'un miracle économique suédois au cœur de l'industrie du bois et du papier. Car il pousse très vite. Il est d'ailleurs l'un des rares arbres au-delà du cercle polaire. Et à l'image du reste du pays, Umeå, en pleine croissance, crée sa propre université d'État en 1965. L'université compte environ 30 à 35 000 étudiants chaque année. Umeå a aussi beaucoup d'autres écoles, et l'une des plus renommées est l'Institut de design. Beaucoup de gens viennent du monde entier pour y étudier. En plus de son université, Umeå s'enrichit de musées. Elle devient en 2014 la capitale européenne de la culture. À cette occasion, la ville fait construire un centre culturel. Extérieurement, l'architecture s'inspire du bouleau, comme vous pouvez le voir, avec les lignes blanches et noires. Elles ne sont pas droites, parce que celles du bouleau non plus. Le tracé est vivant, comme celui du bouleau. Pour s'immerger dans une forêt où la vitalité des bouleaux est flagrante, il faut parcourir 70 km au nord-ouest d'Umeå jusqu'à Grano. Il y a plus de 400 ans, ce bourg animé était le point de rencontre du peuple sami et de commerçants suédois. Mais aujourd'hui, moins de 350 habitants y vivent et Grano constitue un refuge pour ceux qui souhaitent retrouver un mode de vie proche des habitants des origines. La nature joue un rôle important pour nous, Suédois. Il y a cette tradition d'aller pêcher, cueillir des baies ou des champignons à l'automne dans la forêt. C'est une belle tradition que nous transmettons de génération en génération. Certaines personnes possèdent même leur propre forêt, qu'elles ont dans leur famille depuis 7 générations. Un attachement singulier, viscéral, qui se résume en un mot, l'allemansrätt. Le libre accès à la nature. Un droit séculaire inscrit dans la Constitution suédoise qui permet à chacun de se promener dans tout lieu naturel et d'y jouir de ses largesses. C'est le cas à chaque printemps lorsque le bouleau voit ses bourgeons et ses feuilles pousser grâce à l'eau de bouleau. Elle circule dans le système vasculaire de l'arbre pour lui apporter les nutriments dont il a besoin pour grandir. Nous la collectons au début du printemps, juste au moment de la montée de la sève. Ça a un peu le goût de l'eau sucrée. Vous pouvez la boire directement ou la conserver pendant 2 à 7 jours dans le réfrigérateur. Et vous la buvez comme une boisson curative. Cette eau de bouleau possède une grande concentration de nutriments, des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. On dit aussi que le bouleau favorise l'élimination des toxines du corps.
Ces 1000 qualités inspirent aujourd'hui des créateurs au début d'une prise de conscience, comme nombre de Suédois, des vertus du mode de vie des Samis, centré sur le boulot. Au nord-ouest de la capitale, Stockholm, le quartier de Vasastan abrite les principales galeries d'art. La Suédoise Emma Dahlqvist y expose ses réalisations. Elle a commencé à travailler l'écorce de bouleau lors de sa maîtrise en design textile. Je m'intéresse à la manière dont l'écorce de bouleau a été utilisée, et aussi à la culture Sami. Je pense que cela montre à quel point cette écorce est étroitement liée aux besoins de l'homme, comme protéger son corps du vent et du froid, mais aussi protéger sa maison ou conserver sa nourriture. Donc c'était un matériau essentiel, et cela m'inspire dans mon travail pour voir comment nous pouvons continuer à en faire quelque chose d'important. La propriété principale de ce matériau serait d'être comme du thermoplastique. Il contient beaucoup d'huile naturelle, et quand vous le chauffez ou mettez de la vapeur dessus, vous pouvez le thermoformer. Je peux donner à ce matériau très plat une forme 3D et il devient alors plus flexible. Si je devais décrire l'aspect du matériau, je dirais que c'est un mélange entre le bois et le cuir. En ce moment, j'utilise une combinaison de techniques digitales couplées avec d'anciennes techniques qui sont utilisées depuis des milliers d'années. C'est très bien de contribuer à fonder une nouvelle génération d'artisans qui utilisent l'écorce de bouleau. Les œuvres d'Emma Dahlqvist montrent que ce déchet de l'industrie forestière, qui servait autrefois de récipient ou de sac alimentaire, est un matériau d'avenir pour une Suède qui ne veut pas rompre son lien sacré avec la nature. On reste en pleine nature pour Papy aujourd'hui. On a rendez-vous en Lettonie avec Vineta et son petit-fils pour une recette qui se transmet de génération en génération. Soyez les bienvenus au moulin de Aressi. C'est notre maison familiale. Nous allons préparer une tarte à la rhubarbe. Voici mon petit-fils, la 6e génération à vivre ici, au moulin. Suivez-moi, allons cueillir la rhubarbe. Ces plants furent plantés quand mon grand-père a construit la maison. Ils ne gèlent pas en hiver et repoussent tous les printemps. Maintenant, trouvons les tiges les plus épaisses. Pétéris, aide-moi s'il te plaît. Ici, nous en avons une parfaite. Coupons-la. Pétéris, tiens-la. J'en vois une autre ici. Tiens. Oui, c'est très lourd. C'est parti. On est prêt pour commencer à cuisiner. Tout d'abord, on va faire chauffer le lait. Puis on ajoutera de la levure quand il sera chaud. Je continue avec du beurre, toute la motte, un peu de sel et du sucre. On met un peu plus de sucre car la rhubarbe est assez acide. Pendant ce temps, on a besoin de... Éplucher la rhubarbe. Oui, aussi. Mais pour l'instant, on ajoute la farine. 3 verres. Tiens, la passoire. Quand la farine est tamisée, la pâte va mieux lever et aura une meilleure texture. J'aide souvent ma grand-mère et j'ai aussi 2 autres frères. Oui, c'est vrai. Mais tu es le plus assidu de tous. J'ai un frère qui va avoir 3 ans au solstice d'été et un autre qui va commencer le CE1 bientôt.
En Lettonie, tout le monde prépare des tartes à la rhubarbe. Ah mais attendez, j'ai oublié de vous dire, j'utilise les feuilles pour emballer les poissons quand on les fait griller. Elles ont un petit goût citronné poivré, des arômes qui s'accordent parfaitement avec un bon poisson juteux. Le goût acidulé provenant des feuilles se marie très bien avec. J'épluche la rhubarbe. Si on ne le fait pas, on ne peut pas en manger. C'est plus facile d'éplucher si on coupe un peu la peau avec le couteau. Ensuite, on arrache la pelure. C'est grand-mère qui m'a appris tout ça. C'est le moment d'ajouter notre levain. On a fait fermenter cette levure nous-mêmes. C'est pour que la pâte lève mieux. On peut voir que notre pâte a un peu levé. Ensuite, on va enfourner à 200 degrés pendant environ 30 minutes. En attendant, je prépare 2 jaunes d'œufs, du sucre et j'ajoute un peu de crème. La tarte est prête. Voyons voir si nous avons bien travaillé. Peut-être même la faire goûter à nos visiteurs du jour. Où sont nos invités? Ah, vous voilà. C'est le moment de ma petite surprise. J'ai cuisiné une tarte à la rhubarbe. La partie du milieu est toujours la meilleure. Exactement. C'est très bon. Oui, sa mère en fait souvent. Je n'en ai jamais fait, mais cette tarte à la rhubarbe est délicieuse. On en vient à la fameuse histoire de lapin dont je vous parlais plus tôt. L'histoire de cette Anglaise qui aurait mis au monde une étrange portée à grandes oreilles. C'est l'incontournable. Vert, romantique et mystérieux. Le Surrey est le comté le plus boisé d'Angleterre. Ces terres, situées au sud de Londres, sont le berceau d'un folklore prolifique, fait de dragons, de sorcières et de fantômes. Un univers mystique qui a servi de décor à la saga Harry Potter. Mais bien avant cela, il fut le cadre d'accouchements surnaturels. Rhiannon Jones est la conservatrice du musée de Godalming, un petit village situé à un peu plus de 50 km au sud-ouest de Londres. Elle entretient la mémoire d'une jeune ouvrière agricole du XVIIIe siècle dont le cas a divisé les médecins. Elle travaillait dans les champs. Elle devait arracher les mauvaises herbes et ramasser les plantes sous un soleil de plomb. C'était très dur physiquement. À tout juste 25 ans, Mary Toft, déjà mère de plusieurs enfants, dont au moins un est décédé en bas âge, est à nouveau enceinte, en pleine saison des récoltes. En 1726, une femme comme Marie, même très enceinte, devait probablement continuer à travailler. La famille était très pauvre. Elle avait besoin de tous les revenus possibles. Mais au cours de l'été, Marie a fait une fausse couche. Elle ramassait du houblon quand elle a commencé à saigner et à avoir de terribles douleurs abdominales. Les autres femmes du champ l'ont couverte pour ne pas qu'elle perde son salaire. Un mois après cette terrible fausse couche, Marie se plaint à nouveau de fortes douleurs au ventre. Sa belle-mère, sage-femme, extrait alors de son corps un fœtus effrayant.
Cette créature avait le corps d'un chat et aussi l'épine dorsale d'une anguille dans ses intestins. On fait alors appel à un médecin nommé John Howard qui retire d'autres parties d'animaux de son intimité, des bouts de porc, de lapins et de chats. Et après cela, Mary a continué à donner naissance à des lapins dépecés et brisés en plusieurs petits morceaux. John Howard pensait que son corps, en se contractant, causait des dommages au fœtus de lapin. Le docteur Howard, d'abord sceptique, finit par reconnaître ces naissances monstrueuses comme la manifestation concrète d'une croyance populaire, l'impression maternelle. Si un bébé naissait par exemple avec un bec de lièvre, ce qui touche un enfant sur 700 en Europe, on supposait que la parturiente avait croisé un lapin dans les jours précédents. En avril 1726, Marie prétend avoir rencontré un lapin dans un champ. Elle se sentait mal. Elle rêvait de lapins et elle croyait que c'est ce qui avait causé les changements dans son utérus qui ont engendré les lapins plus tard. C'était le siècle des Lumières. Les connaissances scientifiques étaient plus étendues. Mais les gens peu éduqués, comme ceux de la classe ouvrière de Godalming, croyaient encore aux éléments les moins scientifiques et les plus folkloriques de cette histoire. À la mi-novembre 1726, alors que Marie aurait déjà accouché de 14 lapins, la presse entière relaie ces naissances extraordinaires qui suscitent la curiosité jusqu'à la cour du roi George. Il demande à son médecin, Nathaniel Saint-André, d'examiner Mary Toft. Il disait sentir des mouvements dans son ventre et il croyait qu'il y avait du lait dans sa poitrine, tous les signes qu'elle était enceinte. Alors, il a pris des échantillons des animaux qui sortaient de Marie. Ce médecin très officiel déclare avoir accouché lui-même Mary Toft d'un 15e lapin. Cette affirmation fait bondir l'un des obstétriciens les plus réputés de l'époque, Richard Manningham, qui se précipite pour examiner à son tour la mère des lapins. Il était beaucoup plus sceptique. Il avait constaté que le col de l'utérus était fermé et qu'elle n'avait donc pas pu les mettre au monde. Il voulait être absolument certain qu'elle ne cachait pas les parties animales quelque part pour faire croire qu'elle les avait mises au monde. Elle a donc été transférée dans un établissement thermal. Elle était surveillée par Manningham. Mais Saint-André, qui voulait que les gens croient à sa version de l'histoire, a invité un grand nombre de personnes de la noblesse moins sceptiques. Et la pauvre Marie était palpée. Les gens entraient pour regarder ses parties intimes. Pour Mary Toft, cette réclusion est un cauchemar, car aux examens approfondis à répétition s'ajoute une pression croissante des deux camps médicaux qui font de cette histoire l'emblème d'un combat entre la science et le miracle. Elle n'avait pas donné naissance à un autre lapin depuis un certain temps. Et Richard Manningham a fait pression sur elle pour qu'elle admette qu'il s'agissait d'un canular. Certains témoins ont déclaré avoir vu Joshua, son mari, acheter de très petits lapins, vraiment trop petits pour être mangés. Il est également rapporté qu'elle a tenté de soudoyer l'un des employés de l'établissement thermal pour qu'il lui apporte des lapins. Elle a fini par avouer qu'elle avait caché les parties de l'animal en attendant que les gens détournent le regard. Ces aveux jettent un discrédit énorme sur le monde médical, et en particulier sur le docteur royal Nathaniel Saint-André, qui vient juste de publier son pamphlet sur l'extraordinaire mère des lapins. Marie a été punie pour ce canular. Elle a été emprisonnée pendant plusieurs mois autour de Noël. Pour autant que nous le sachions, elle n'a rien gagné financièrement. Près de 300 ans après les faits, l'histoire de Marie et de l'une des premières mystifications médicales continue à susciter la curiosité des historiens, car les motivations de la jeune femme n'ont jamais été clairement établies. L'épopée de la mère des lapins a été adaptée en livre à plusieurs reprises. Avec l'évolution des mœurs, elle est devenue un symbole de la condition féminine dans la société de son temps, où entre superstition et barbarie, une femme a été dépossédée de son corps. Vous avez eu 45 minutes pour vous entraîner au swing criollo, mais pour autant, est-ce que vous avez trouvé le rapport de cette danse du Costa Rica avec la banane ? Eh bien, c'est l'exploitation de ce fruit par les Américains au Costa Rica qui a permis de diffuser leur culture dans ce pays.
Au début du XXe siècle, la United Fruit Company fait du Costa Rica le premier exportateur mondial de bananes. Des années plus tard, les contremaîtres américains diffusent des films et de la musique venue des États-Unis. Lors de ces soirées, les ouvriers essaient d'imiter les pas du swing américain, ils improvisent et ils créent leurs propres pas. C'est ainsi que naît le swing criollo. Bis bald.